Eh ben, salut les échappés, bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par le vivant et qui en fait leur quotidien. Aujourd'hui, on est avec Pauline Garcia d'Étodiversité. Bonjour Pauline. Bonjour, merci de m'accueillir chez toi dans ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. On va parler de plein de choses ensemble, notamment du milieu agricole, d'étodiversité. C'est vrai que pour ceux qui te connaissent pas, c'est vrai que tu as un profil assez particulier où avant de fonder Étodiversité, si je me trompe pas, tu bossais dans les médias. Oui, tu as fait un bon travail de recherche. Waouh. Oui, il faut de temps en temps un petit peu flatter l'intervieweur quand même. Non, en fait, oui, j'ai un parcours atypique. C'est ce que les journalistes me sortent en général sur mon parcours. J'ai deux vies en fait pour l'instant et j'espère en avoir d'autres. Ma première vie a été orientée sur les médias, c'est-à-dire que j'ai eu un bac scientifique. Après j'ai fait des études dans l'art du spectacle à Montpellier, donc très cinéma, plutôt cinéma, critique de cinéma. Et à l'issue de ça, à l'issue de mon bac plus 3, j'ai eu une opportunité pour travailler à Fun Radio à Paris. J'étais D'accord. nîmoise, une opportunité comme ça ne se présente pas deux fois. Je passe de Nîmes à Paris, Radio Nationale. Bon, j'ai foncé et à partir de là, j'ai évolué pendant 12 ans dans le milieu audiovisuel. Donc, j'ai passé d'abord 4 ans en Fun Radio. Après, je suis passée à M6, à la télé. Après, je suis passée en production. Donc là, on produisait des émissions télé, tout le côté casting d'animateurs, rédaction des questions, enregistrement, montage. Donc là, c'est vraiment le côté création d'émissions. Et après, je suis retournée à la production, mais là, j'étais plutôt côté radio. Donc là, je m'occupais avec mon boss, qui était ingénieur du son. On enregistrait des spots radio, donc c'était génial parce que je travaillais avec des voix et entre autres des voix de doublage. Et j'ai eu la chance de rencontrer la voix de Bruce Willis, la voix de Jim Carrey, euh, la voix de Mel Gibson, en fait des voix puissantes. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été ravie que tu proposes de faire ça parce que je trouve qu'on peut faire passer beaucoup de choses dans la voix, de l'émotion, beaucoup d'émotions. Et donc, mon dernier poste à Paris, c'était porté essentiellement sur c'était des spots radio. Donc oui, il y a rien de très funky à enregistrer des spots pour Carrefour et Cora, les magasins Cora. Mais au-delà de ça, je travaille avec des voix et c'est des personnes vraiment avec qui j'ai créé de très bons liens, notamment Johan Sauveur, qui est un comédien doublage. Voilà, j'ai une expérience très complète, très humaine, beaucoup sur l'humain, et très formatrice aussi parce que tu gères des égos, tu gères des directs sur des plateaux télé, des imprévus. Donc ça développe un côté débrouillard, un côté anticipation. Pour moi, j'ai eu une très bonne école à Paris, beaucoup sur le terrain. Et j'ai rencontré des belles personnes. Oui, c'est possible à Paris de rencontrer des belles personnes. Parce que souvent, on dit que le Parisien, il est dans un monde à part, mais comme celui qui habite au fond du Gers, tout le monde est dans son monde. Hein. Ah, chaque personne est unique, donc forcément il y aura des gens Tout à plutôt fait. sympas et d'autres moins. Exactement. Et peu importe les coins de France. Ouais. Et du coup, comment tu as fait ce pont vers le monde agricole? Parce que là, tu me parlais que tu étais parti de Nîmes jusque dans la Tour Fun Radio. Oui. Il y a un Oui, gros gap, quoi. Tu as fait un grand écart. On l'a oui, jamais donc je vu. fais Nîmes-Paris. Ouais. Nîmes-Paris, et puis après, là maintenant, je suis dans le Cantal. Donc, quelle est l'étape qui m'a fait redescendre jusqu'au milieu de la France? Au bout de 12 ans de vie très humaine et très portée sur le divertissement, parce que c'était ça, hein, mon métier, c'était vraiment le divertissement, chaque fois les audiences, voir si ça marchait, si ça n'a pas marché. T'as beaucoup de pression, hein, beaucoup de pression quand tu travailles dans ce milieu. Et donc, j'ai eu envie de me rapprocher vers le milieu animalier, parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire quand même. Donc, j'ai eu cette opportunité de travailler dans les médias, mais mon objectif premier, c'était de vétérinaire. Et puis, la vie a fait que je suis allée vers les médias. Donc, quand j'ai commencé à repenser à une autre vie, je me suis dit, pourquoi pas me rapprocher vers la santé animale qui m'a toujours passionnée. Et donc, je commence à chercher sur Internet une formation diplômante sur l'animal. Et puis, je prends connaissance d'une formation sur le comportement animal, donc un DU, donc une formation diplômante qui se passait à Rennes en alternance. Donc, je pouvais continuer à garder mon poste à Paris et assurer les modules qui étaient tous les 2 mois dans différents haras de France, puisque c'était une formation
au début orientée cheval, Ok. dispensée par l'université de Rennes. Et donc, je fais cette formation pendant 2 ans. Donc, c'était dur parce que c'était chaque fois des examens à bosser. J'avais tout mon métier à assurer en même temps. Chaque fois que j'avais un module, il fallait que je me déplace. C'était soit à Uzès, soit à Pimpon. Enfin, c'était aux 4 coins de la France, quoi. Et donc, ça a été une organisation assez intense pendant 2 ans. Et à l'issue de ça, j'obtiens mon diplôme. Et là, je me dis, bah ça y est, tu as ton diplôme. Il faut que tu passes à l'action et que tu quittes Paris et que tu développes autre chose. Et donc, je décide de quitter Paris. Et c'est bien parce que j'ai pas quitté Paris avec sur une dispute ou sur un renvoi de poste ou sur. Donc, j'ai quitté cette ville avec des bons souvenirs, des belles personnes que j'ai rencontrées, que je revois, avec qui je reprends contact. Donc, j'ai pas vraiment. Bon, j'y retourne très peu à Paris, je te le cache pas. Mais voilà, je suis partie en disant ciao avec des personnes qui sans animosité parce que tu peux quitter une zone sur un échec Oui. et là c'est pas du tout le cas. Et donc je décide de quitter Paris avec mon diplôme en poche et je rejoins mes parents qui avaient quitté le sud, Nîmes, pour ouvrir des gîtes en Auvergne. D'accord. Donc je décide de me rapprocher d'eux. Ils étaient dans le Cantal. Moi, on a des attaches familiales dans le Cantal. Et donc, je me rapproche d'eux. Et puis là, je commence à observer les animaux qui m'entouraient. Et il y avait beaucoup plus de bovins que d'humains. Il faut savoir que dans le Cantal, Oui. l'espèce humaine est en voie de disparition, clairement, et l'espèce bovine prédomine. Et donc, là, je commence à observer les bovins. Donc, je propose du coaching pour les chevaux qui voulaient découvrir mon approche. Et puis petit à petit, je me rends compte que le bovin, l'éthologie, c'est un milieu qu'il faut croiser ou en tout cas qu'il faut rapprocher beaucoup plus. Et donc je commence à proposer des formations aux chambres d'agriculture locales, hein, mais je suis pas encore éleveuse. Je suis pas D'accord. installée, j'ai pas ma ferme, j'ai que des connaissances scientifiques sur le comportement animalier, sur l'observation, comment on les observe, tout ça. Et là, je sens que mon expérience de terrain, j'ai une grosse carence, quoi. Et donc, je décide de passer un BPREA. Donc, c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Donc, c'est une formation diplômante en un an. Tu alternes stage et cours. Et pendant cette formation, pendant mes stages, je rencontre mon futur associé. Donc, une personne qui a une ferme et qui souhaite, qui recherchait une personne pour s'agrandir et puis pour développer la partie un peu digitale Oui. sur la ferme. Donc, je Ok. m'associe avec lui et là, je commence à avoir ma ferme et je commence à pouvoir proposer des formations tout en ayant cette expérience de terrain avec mes propres animaux. Du coup, c'était vraiment une volonté de ta part, en sortant de la région parisienne avec ton diplôme d'éthologie en poche, de vouloir déjà proposer des formations, ou ça, c'est un projet qui s'est co-construit avec tes envies de nouveaux chapitres, on va dire, c'est pour la métaphore. On va dire qu'au début, j'étais plutôt sur du coaching individuel. Et puis après, je me suis dit, quand j'ai commencé à contacter les chambres d'agriculture, ils m'ont dit tout de suite, c'est des coachings de groupe, hein. Nous, on fait des formations de groupe. J'ai réadapté mes formations sur du groupe et avec une partie théorie, une partie pratique. Et donc là, j'ai un petit peu fait évoluer le contenu de mes formations parce que c'est vrai qu'un coaching individuel et un coaching de groupe, c'est pas la même chose. Mm. C'est plutôt sur des approches générales, sur du groupe, quoi. Tu peux pas individualiser toutes les problématiques de chaque personne. Donc voilà, je pense que c'est sur le terrain que je me suis vraiment adaptée. Du coup, au niveau de l'éthologie, tu nous parlais de cette notion-là. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, sont pas forcément très familiers. C'est quoi Mhm. l'éthologie? Alors l'éthologie, donc déjà si tu découpes un peu le mot, c'est Ouais. deux mots grecs, hein, ethos et logos. C'est deux mots grecs qui veulent dire étude des mœurs, étude du comportement. Donc c'est une discipline scientifique qui consiste, donc l'éthologiste ou l'éthologue, c'est le professionnel qui exerce ce métier. Il observe des animaux dans les milieux naturels comme artificiels. Il a chaque fois un protocole d'observation bien défini et il a une problématique qu'il a établie au début de sa phase d'observation et il va essayer d'y répondre par Mm. différentes étapes et par moult observations qu'il va filmer la plupart du temps parce que l'œil
même s'il est éduqué à l'observation, l'éthologiste, c'est vrai qu'il a quand même un œil un peu plus entraîné à l'observation qu'une personne lambda. Donc même si l'œil il capte beaucoup d'informations, la caméra, ça trompe pas. Ouais. Donc l'éthologiste passe beaucoup de temps à dépouiller des données, à dépouiller des films. Alors maintenant, il y a des logiciels qui aident, et heureusement. Tu lui demandes, tu rentres des catégories d'observation, des catégories de comportement, et le logiciel te les comptabilise. Donc ça va beaucoup plus vite. Ouais. Parce que parfois, tu as des heures et des heures de captation, et laisse tomber, c'est assez démoralisant. Donc heureusement qu'il y a cette aide-là. Et du coup, donc l'éthologie, en fait, c'est plus une méthode à appliquer au vivant que toi, tu peux appliquer directement dans le milieu agricole, comme par exemple certains pourraient faire dans la faune sauvage, ce genre de choses, ou c'est un socle commun, grosso modo. Alors l'éthologie, concrètement, ça sert à quoi? C'est une discipline qui te fait gagner en connaissance de l'animal. En fait, il te donne un répertoire comportemental. Moi, chez les bovins, par exemple, j'ai tout un répertoire de comportements. C'est un référentiel, et donc ça me permet comme je connais parfaitement ce référentiel, je sais que les vaches, elles se couchent pour ruminer, c'est un comportement normal, elles pâturent en marchant, et donc tout ce référentiel-là, déjà, il te donne une bonne base de comportement, et il va t'orienter vers les comportements normaux et dits anormaux. C'est-à-dire qu'un bovin, par exemple, il y a des comportements anormaux qui peuvent apparaître, c'est des jeux de langue. C'est-à-dire, il joue avec sa langue, il sort sa langue comme ça pendant des longues minutes. Et ça, on sort du référentiel. C'est pas un comportement qui est dit anormal. En tout cas, quand il l'exprime comme ça sur plusieurs minutes, il exprime un inconfort. D'accord. Il exprime un mal-être, une frustration, besoin d'alimentation, besoin de succion. Et donc, quand tu sors du référentiel comme ça te permet de dire tu vois, de t'interpeller, de dire là, cet individu-là, il faut que je prête un peu plus attention et que j'essaie de voir faire diminuer ce comportement et, si possible, l'éteindre. Après, tu as plusieurs protocoles d'observation. L'éthologiste, il a plusieurs façons d'observer. Soit il va observer image par image, soit il va observer un type de comportement qu'il veut juste noter. C'est-à-dire qu'il va se concentrer juste sur les comportements de pâturage, par exemple. Et donc, à chaque fois que l'animal pâture, arrache l'herbe d'une telle façon, il va le noter. Ou alors, il fait juste un scan toutes les 30 secondes. Qu'est-ce que fait l'animal toutes les 30 secondes? Là, ça permet ça permet de se concentrer sur les activités et l'emploi du temps de l'animal. Tu vois, c'est un nom à chaque fois, un nom de méthode d'observation. Et c'est vrai que les gens ont tendance, en fait, dans le milieu du cheval, l'éthologie, ce mot-là a été utilisé il y a quelques années, surtout dans le cadre de l'éducation. Et donc, les gens ont pensé que faire de l'éthologie, c'était éduquer, en tout cas monter sur un cheval d'une certaine façon. Et souvent, moi, je reprends les gens qui pensent que faire de l'éthologie avec un animal, c'est l'éduquer, c'est c'est lui faire des tours, tu vois. Non, le métier de l'éthologue, il est presque jamais en contact avec l'animal. En tout cas, il est toujours de loin, en retrait, en tant qu'observateur, et il va améliorer après le comportement, l'environnement de l'animal, la relation avec l'animal, mais c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans l'éducation de l'animal. Donc ça, il faut que les personnes fassent bien la différence entre l'éthologie, la discipline pure scientifique, et l'équitation éthologique, par exemple, parce que c'est vraiment un terme qui est collé à ça. C'est éduquer un cheval en respectant ses besoins fondamentaux. En fait, l'éthologiste, va plutôt être dans l'analyse de données, là où l'éthologie appliquée rend applicable cette méthode. Point. Oui, cette méthode. Qu'on va rendre applicable à un milieu donné, ce qu'on appelle l'éthologie appliquée. En gros, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé. Et c'est vrai que l'éthologue, lui, alors maintenant, il y a de plus en plus d'éthologistes qui sont sur le terrain, comme Hélène Roche, par exemple. Elle est spécialisée dans le cheval. Et à la base, son métier, c'est d'être éthologiste. Et puis maintenant, elle fait le pont entre sa matière principale de prédilection
et le terrain, donc la formation, le coaching. Donc, elle est allée vers les propriétaires de chevaux et elle a proposé vraiment du coaching individualisé. Mais elle aurait très bien pu rester que dans l'observation et dans l'analyse de données et de publier des études. Parce que Mm. l'éthologue, c'est son métier, c'est principalement d'observer et de publier. Ouais, ça m'a scientifique. Ok. Je Voilà, vois. et de faire avancer la science grâce Mm. à ces études, parce que ces études, c'est très précieux, hein, on en a Ouais. énormément besoin. Mais t'as des éthologistes, soit qui restent dans la publication, soit ils glissent tout doucement vers le terrain et ils font de la vulgarisation scientifique, et après, ça permet l'éthologie appliquée. L'éthologie, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu en France ou pas Alors, spécialement? oui, ça dépend des espèces. On va Ouais. dire que quand tu travailles avec des spécialistes félins, canins, équins, Mm. bon, bah, c'est une discipline, chez eux, l'éthologie, ils connaissent, et ils doivent connaître. C'est d'ailleurs un Mm. signe comme quoi ce sont des personnes qui ont une base d'abord scientifique. Après, ils sont allés se former de manière plus complémentaire et là, ils ont glissé sur l'éducation, sur la relation homme-animal. Mais la base, c'est quand même de bien connaître les comportements fondamentaux de l'espèce et après d'apprivoiser, d'éduquer. C'est comme D'accord. le Petit Prince qui te dit d'abord connais-moi et Mm. après on cohabite ensemble. Et c'est Ouais, exactement avec le ça, renard. hein. Ouais. Voilà, avec le petit renard, il faut pas aller trop vite. Et nous, c'est souvent l'humain, il va trop vite avec l'animal. Mm. Donc, en équin, félin et canin, oui, l'éthologie est une discipline pour ces spécialistes-là assez. Pour eux, c'est leur base de travail. Après, en bovin, je suis la seule à le faire. Et je suis la seule, en tout cas certifiée auprès de la SFECA, Ouais. qui est une société qui te permet de labelliser ton activité. Donc, tu passes devant un comité scientifique et qui approuve ton exercice de terrain Mm. avec une série de questions et surtout en présentant des cas concrets. Et moi, j'ai décidé de passer la certification équin, bovin et caprin. D'accord. Ouais, bon, en fait, tout ce qu'on peut élever, entre guillemets, hormis volaille, Ouais, voilà. cuniculture, ce Ben genre de oui. choses, quoi. Ouais. Ouais, j'ai fait herbivore, plutôt grands herbivores, bon, sauf Mm. les caprins. Mais Mhm. ouais, plutôt les animaux d'élevage. Alors j'ai quand même des publics loisirs, hein, puisque les chevaux sont quand même aussi Oui. c'est un public loisir, mais j'ai beaucoup quand même de publics d'élevage, quoi. Les professionnels qui font appel à moi, c'est des personnes qui sont dans des cadres d'élevage. D'accord. Et du coup, ouais, pour faire le parallèle entre tes formations que tu proposes et les personnes qui viennent à ces formations-là, question un peu bête, mais pour recentrer, du coup, les formations en éthologie appliquée que tu vas Mhm. leur proposer, à quoi concrètement ça peut leur servir sur le terrain? Enfin, question toute bête, parce que je suis pas du milieu, mais j'imagine quelqu'un qui va, je sais pas moi, produire du lait de vache ou du lait de chèvre Mhm. ou de la viande. En quoi ces méthodes-là peuvent aider à sa production, à mieux travailler avec ses bêtes? Alors l'éthologie appliquée, déjà ça va permettre à l'éleveur de regarder ses animaux sous un autre regard. Parce que faut savoir que quand tu es toute la journée, depuis plusieurs années, que tu es fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur, euh, tu as en fait créé des automatismes d'observation et tu passes parfois à côté de plein d'informations que t'envoie l'animal. Et c'est vrai que quand je suis avec mon groupe d'éleveurs et qu'on prend le temps d'observer les animaux, déjà ils redécouvrent parce que je leur traduis en fait les comportements hein, de la vie sociale, les affinités, la proximité des animaux. Tout a un sens en fait. Hein. L'animal il Oui. se met jamais n'importe où, il se déplace jamais n'importe comment. Tout est réfléchi, tout est analysé pour lui. En tout cas, il y a à chaque fois un sens derrière ça. Et donc moi, quand j'explique ça, déjà, ils redécouvrent un peu la vie sociale et les comportements de ces animaux, alors qu'ils les voient tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, malheureusement, on généralise et on passe à côté d'informations, mais parce qu'aussi ça vient de leur formation initiale. Dans les lycées agricoles, on les pousse pas à avoir un regard comme ça éthologique. Mm. On est plutôt dans la production, puisque Ouais, c'est bah, quand même l'objectif de l'éleveur, hein, c'est de gagner mm. sa vie. Oui, vaut mieux. Mais quand même, l'éthologie peut t'apporter de la subtilité dans ton observation, parce que si tu comprends mieux tes animaux, moi par exemple, j'ai vite compris que les bovins avaient un besoin fondamental de se gratter.
Oui, Si tu vas sur mes réseaux sociaux, tu peux le voir. Il y a des les vidéos de gratteurs. brosse tout le temps. Voilà, j'ai créé une communauté de gratteurs. Soit ils le font avec leurs mains, soit ils le font avec des accessoires. Et en fait, pourquoi j'ai compris ça? Déjà en observant des heures et des heures mes vaches. Et en voyant que dehors, même dehors, donc sur des branches, sur des rochers, elles se grattent. Dedans, en bâtiment, elles se grattent sur les barrières, sur les murs. Et pourtant, ils n'ont pas de poux, ils n'ont pas de problème de peau. C'est pas une démangeaison due à un parasite. C'est dû à un besoin. Et donc, je suis allée lire des études. Et là, j'ai compris que le besoin de se gratter, c'est un besoin c'est un besoin fondamental Mhm. qui va entrer dans l'apaisement directement de l'animal. C'est-à-dire que quand il se gratte, en quelque sorte, c'est une séance de spa. Tu vois. Ok. C'est comme si toi, tu sortais d'une séance de massage. Mhm. En général, tu es calme, tu es plus patient. Voilà, tu vas accueillir les tracas de la vie avec beaucoup plus de joie de vivre. Tu vois. Eh bien, les bovins, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que plus ils se grattent, plus dans leur vie sociale, ils vont être moins agressifs entre eux. Tu vois. Mhm. Et un bovin qui peut pas se gratter, c'est un bovin qui est frustré. Et qui dit frustration dit plus d'agressivité parce que ouais, je suis pas content, j'aimerais bien me défouler, j'y arrive pas. Donc sur qui je vais me défouler? Ben, sur la copine. Enfin en tout cas, c'était une copine, ça devient plus un C'est support pas de une balle. grattage ou un Ouais. support de défoulement, voilà. Et donc quand tu comprends ça, ben, tu vas enrichir beaucoup plus tes bâtiments. Tu vas faire en sorte que dans tes pâtures, tu laisses une souche d'arbre. Les bovins vont se gratter dessus. Donc voilà, tu observes, tu en tires des conclusions et tu améliores ton cadre de vie, en tout cas ton environnement, et ça a un impact directement sur ta relation et sur ta production, parce qu'un bovin qui est moins frustré, ben, c'est pas un bovin qui va s'agacer, qui va s'exciter, qui va passer son temps à courir derrière les autres et à essayer de se boxer. C'est un bovin qui va mieux dormir, qui va prendre le temps de ruminer avec calme, avec sérénité. Et un bovin qui rumine tranquillement, c'est un bovin qui produit plus de lait. Mais c'est normal, moi je l'ai vu pendant ma grossesse et j'ai allaité mon fils jusqu'à 11 mois. Donc je peux te dire que j'ai vu Mhm. les moments où je produisais plus ou moins de lait et les moments où j'étais stressée, contrariée, ben, c'est pas les moments où je produisais le plus de lait. Oui. Donc les bovins, c'est des mammifères. Hein, stressés, agacés, frustrés, c'est pas les moments où ils vont produire le plus de lait. Ouais. Donc il faut appliquer vraiment toutes ces observations-là dans notre terrain pour rendre une vie meilleure aussi à nos animaux. Et tu sens qu'il y a une envie particulière de tous ces, ben, on est vraiment dans la partie production, mais de tous ces producteurs, de vouloir que leurs bêtes soient au mieux pour pouvoir plus produire, ou c'est plus de par le fait que tu en parles, que toi tu vas peut-être aller les débaucher, ou c'est plus l'inverse peut-être, eux qui vont venir vers toi. Alors j'ai envie de te dire que j'ai un peu de tout. Ouais. J'ai un peu de tout et alors moi j'ai vraiment différents publics sur les réseaux mais aussi sur le terrain. J'ai beaucoup de femmes qui me suivent sur les réseaux et je veux pas dire que les hommes sont pas sensibles au bien-être des animaux, c'est faux. Je me mettrais tous les hommes à dos. Mais la femme a le côté maternel et le côté parfois empathique qui est plus Oui. développé elle voilà, elle est plus sensible à ça. Et donc, forcément, plus sensible. Et en plus, si elle voit quelqu'un sur les réseaux qui dit, bah, il faut le faire, enfin, je l'impose pas non plus, mais ça les titille un peu en se disant, ah ben, moi, je constate que mes vaches, elles se grattent sur les barrières. Et là, je vois une vidéo d'une fille qui dit que le bien-être passe par le grattage. Bon, bah, tu vois, ça va faire sens. Donc là, on est sur des personnes qui passent à l'action parce que j'ai un peu confirmé leur idée. Et puis à côté de ça, t'en as qui vont dire oh bah écoute, il n'y a pas besoin de mettre des brosses, elles se grattent bien sur les barrières. Donc là, pour ces personnes-là, il faut de la démonstration. Il Mm. faut que j'aille dans leur ferme. Et là, quand je mets une brosse et que la vache, en moins d'une minute, elle adopte la brosse et que je peux même plus la décoller de la brosse tellement elle est aimantée. Bon, mais l'éleveur, à la fin Ça de la montre bien, journée, ouais. quand je lui fais bon, alors c'est quoi les résolutions là de l'année, il me dit bon, ben acheter des brosses, quoi. Je dis, ben, tu vois, c'est même pas moi qui t'ai forcé, c'est ta Ouais. vache qui l'a exprimé. Mm. Donc il y en a, ils ont besoin plus de la démonstration, et puis il y en a, c'est juste lire un livre, lire une publication qui les fait passer à l'action, quoi. Ça dépend. Ouais. En fait, il y a plein de méthodes pédagogiques. En fait, c'est un travail fondamentalement humain que tu fais aussi. Oui. Là-dessus, tu vois, on parlait dans un podcast qu'on a tourné, c'était avec quelqu'un qui travaillait dans la pédagogie dans les structures zoologiques et il expliquait qu'il y avait
en général, c'était très compliqué de casser peut-être des idées reçues, ce genre de choses, et que c'était tout un travail à faire lorsqu'on travaille avec l'humain, qui est à certains égards des fois plus difficile de travailler qu'avec la vache où bah c'est pas compliqué, elle aime se gratter, tu mets de quoi se gratter et puis ça part quoi. C'est ce que j'explique à mes éleveurs. Parfois, ça heurte leurs égos d'ailleurs que je leur dise ça, parce que je leur dis, écoutez, quand je travaille avec des animaux, en général, leur niveau d'acceptation au changement est de 100%. Ouais, Et quand je travaille avec des humains, le niveau d'acceptation, il est 50%, 60. ça dépend du prix Mais à mettre quoi. oui, alors déjà le Pour prix. Et certains. puis je leur demande de sortir de leur zone de confort. En fait, je leur demande de casser, comme tu dis, des croyances, des idées reçues. Et ça, c'est long. Hmm. C'est l'éleveur, l'humain de base, il est routinier, il aime s'installer dans des routines, il aime pas changer parce que changer ça demande des efforts et en plus on est de plus en plus dans des générations de flemme. Ça fait beaucoup sourire quand je dis que les vaches sont beaucoup moins récalcitrantes au changement, mais parce qu'il n'y a pas cette notion de confort et d'inconfort comme chez l'humain. Enfin si le bovin il sait très bien que quand il va se coucher dans une litière dégueu, bah, c'est pas confortable pour lui. Il aime bien une litière plus propre. Il a notion Oui. confort-inconfort. Mais je veux dire, sortir de la zone de confort, tu vois, cette bulle là qu'on a, l'humain, il aime bien être dans son petit monde. Et puis après, les humains, c'est comme il y a plusieurs profils et ça, je l'ai développé, je l'ai découvert quand j'ai fait mes formations de développement personnel pour coacher l'humain. Il y a plusieurs profils en fait. Il y a les profils qui sont attirés par la nouveauté et qui adorent ça. Donc tu leur proposes une nouveauté, dès le lendemain, c'est installé dans la ferme. Hmm. Et t'en as, non, moi j'aime bien vivre sur mes habitudes. Et donc cela, mais que ça soit ma méthode ou d'autres, ça sera toujours pareil. C'est Ouais. très compliqué. Donc c'est par l'exemple, c'est pas les longs discours théoriques qui fonctionnent bien avec ces gens-là, c'est en général des démonstrations quoi. Ouais, comme ça, ils voient directement de leurs propres yeux Oui, bah, que ça fonctionne et que c'est aussi applicable dans leur terme tout à directement, quoi. fait, tout à Et fait. donc ça, c'est ce genre de profil-là, c'est peut-être 80% de tes formés? Ou parce que tu me parlais qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient plus là en loisir, entre guillemets, peut-être des gens qui ont deux, trois vaches dans Oui, leur alors en pâture, fait ça peut arriver, hein, mais, les personnes qui viennent à mes formations, en général, c'est des éleveurs. J'ai de temps en temps des tout petits effectifs, genre deux, trois vaches. Mais hmm, sinon, les coachings individuels, je vais faire ça beaucoup par visio. ok, Donc, c'est des coachings en ligne où là, du coup, je présente une présentation avec des slides, des vidéos et je me rends compte vraiment que à ce moment-là, l'éleveur est très concentré, l'éleveur ou propriétaire de vaches de compagnie, par exemple, est très concentré à ce moment-là et il passe vraiment à côté de aucune information, tu vois. hmm, Il est sur son écran, il note tout et donc pendant une heure, c'est son moment, il n'y a pas de distraction autour de lui. On n'est pas au milieu des vaches qui peuvent bouger, qui peuvent venir perturber une explication. Et je me rends compte que le coaching en ligne, si c'est bien fait et si c'est pas trop si ça sature pas trop, les retombées sont plutôt positives ouais, et les applications derrière sont bien réalisées. Donc je suis assez, enfin, les coachés sont plutôt satisfaits. ok, ouais, ça va de pair, en fait, tu peux très bien faire du très bon boulot directement sur une exploitation et démontrer que ça fonctionne. Du coup, ça va plus plaire à certains profils, là où d'autres, bah, en visio, ok, je prends ce temps-là pour me dire, bah, je vais prendre des informations, les accepter et puis, on l'espère, les appliquer. Oui, oui, exactement. En fait, je crois que le secret aussi d'un bon coach, c'est de s'adapter à ses apprenants. Ouais. Et t'en as, ils aiment bien, il y a bien, et les éleveurs, ils aiment se réunir, se retrouver entre eux. Il y en a, tu le sens que leur journée là de groupe, c'est leur moment. Ils sont contents, ils vont manger au resto, on leur paye le resto le midi. Tu vois, c'est un tout quoi. Ils sont et puis, t'en as plus solitaires qui aiment bien travailler derrière leur écran, prendre des notes hyper rigoureux, qui vont revenir après le coaching, ils vont faire quelques applications, ils vont te faire un compte rendu. Tu vois, tu sens le côté la personne très très appliquée, très sérieuse. Bah, cette formule de one-to-one, ça leur correspond, quoi. Tu vois, donc à un moment donné, il faut s'adapter. Et moi, l'un comme l'autre, ça me dérange pas. Donc tout va bien pour moi et pour eux. C'est cool. Parfait.
Et du coup, toi, comment est-ce que tu organises tes formations? Tu les co-construis en fonction des retours que tu as à chaque fois? Tu prépares toujours un socle commun qui est applicable à tout type de groupe? Parce que construire une Euh, formation, ça doit pas être simple. alors oui, donc moi j'ai mon public, c'est déjà je mélange pas les espèces parce que je travaille avec les chevaux, les vaches et les chèvres, mais je mélange pas les trois espèces. Donc je fais par espèce. Donc les vaches, alors je peux brasser éleveur allaitant et éleveur laitier, ça c'est pas un Mmh. problème. Et au contraire c'est très constructif parce que les pratiques des allaitants sont pas les mêmes des laitiers et souvent dans leurs discussions ils s'apprennent des choses entre eux. Éleveur allaitant, c'est les vaches à viande. Donc c'est les vaches où le veau est avec sa mère jusqu'à 1 an à peu près, et après il y a un sevrage et le veau grandit après sevrage. Éleveurs laitiers, c'est des vaches qui sont des hautes productrices, Mmh. donc elles font beaucoup de lait, elles en font pour leur petit veau, mais aussi pour la consommation humaine parce qu'elles ont Ouais, ça doit être des sélectionné mamelles, pour, voilà, d'accord. elles ont été Ouais. sélectionnées pour produire beaucoup plus de lait que la quantité du veau. Et donc les éleveurs laitiers non, pas du tout. Moi, je vois, mon conjoint est éleveur laitier et moi, je suis dans une ferme allaitante. On n'a pas du tout les mêmes pratiques. Pas Ouais. du tout. Et donc, c'est très formateur, lui comme moi, d'échanger. Enfin, moi, j'apprends beaucoup de choses sur les pratiques laitières. Et lui, j'apprends quelque chose sur le lait, sur l'allaitant aussi. Et je trouve que c'est très constructif de brasser ces deux types d'élevage parce que ben, on découvre parfois, ah bon, mais tu fais ça, toi, avec tes vaches? Ah, j'aurais pas pensé. Donc, c'est super intéressant. Donc les échanges sont en général très constructifs. Voilà, donc déjà le public, c'est comme ça que ça se construit. Après, ma formation, elle s'articule sur deux gros ateliers. Le matin, on est en théorie et l'après-midi, on est en pratique. Donc le matin, on est en théorie, on va voir de manière assez commune pour tous les élevages et tous les éleveurs. On va découvrir comment la vache elle perçoit son monde à travers ses 5 sens. En sortant de cette matinée, l'éleveur, il prend conscience qu'une vache, elle n'entend pas comme l'humain, elle ne voit pas comme l'humain, donc les pratiques doivent s'adapter en fonction de ça. C'est-à-dire que quand tu sais que ta vache, elle a une vision saccadée, elle voit pas en film comme nous, mais elle voit en images, donc elle voit des petites images qui se succèdent les unes après les autres, euh, ben forcément, ça nécessite de ralentir sacrément dans la gestuelle, dans les déplacements. Et surtout, ça ne provoquera beaucoup moins de surprise de la part de l'humain qui dit ah mais pourquoi cette vache elle s'affole, pourquoi elle bouge? Parce que tu bouges trop vite. Tu Mmh. vois, donc il y aura plutôt cette réflexion là de la part de l'éleveur. Donc déjà il y a vraiment un éveil, une prise de conscience de l'éleveur par rapport à ça. Et cette prise de conscience, elle est puissante puisque ça va les faire gagner en sécurité. Mmh. C'est-à-dire qu'un éleveur qui prend conscience, qui adapte ses pratiques, forcément, les animaux derrière seront beaucoup moins réactifs, beaucoup moins dangereux. Et donc, tu Mmh. vas améliorer ta sécurité et ton plaisir de travail. Ouais. Donc, ça va très loin. L'objectif, en début de matinée, je leur dis, l'objectif, c'est gagner en sécurité, augmenter le plaisir de travail, Mmh. parce que des animaux coopérants, c'est beaucoup plus plaisant. Ah, clairement. Et diminuer ta charge mentale, parce que des animaux qui coopèrent, c'est moins fatigant. Mmh. Et donc, comment on atteint ces objectifs? En connaissant mieux l'animal, en connaissant mieux le comportement de l'humain aussi. Donc ça, c'est un tronc commun pour tous les éleveurs. Et l'après-midi, on est sur de la pratique où là, on va plutôt se concentrer sur le jeune bovin, parce que moi, je leur explique qu'un bovin, au jeune âge, il se construit. Mmh. Il se construit sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et le mental, il va passer par différentes expériences. Euh, Sauf que souvent, dans nos environnements, on est dans des environnements appauvris. Donc, manque de stimulation, manque d'occupation. Et quand un animal s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Soit il se boxe beaucoup plus avec les copains, parce que c'est occupationnel de se Mmh. taper dessus. En plus, on est sur des bêtes à cornes, donc forcément, c'est Ça de plus en envoie. plus fréquent. Ouais. Et ça peut engendrer du stress, des blessures, de la maltraitance. Les animaux entre eux, ils se maltraitent. Il faut pas savoir, il faut pas penser que les bovins, c'est pas parce que c'est des herbivores qui sont tout Mmh. pisses et tout coolos toute la journée. Il y en Mmh. a qui sont sacrément tortionnaires avec leurs congénères. Donc l'enrichissement, ça permet d'occuper les animaux et en plus, ça permet de leur faire vivre d'autres expériences qui, en quelque sorte, va diminuer leur peur. Et un bovin moins peureux, c'est un bovin moins dangereux. Parce que Mmh. le problème d'un bovin peureux,
On reste sur un herbivore. L'herbivore, dès qu'il a peur, il prend la fuite. C'est son instinct. Et s'il peut pas la prendre, c'est compliqué. Voilà, le plan B, c'est de charger, c'est de se défendre. Et là, quand tu es face à un bovin de 600 kilos, là, à part prier, faut vite courir. T'as pas beaucoup d'alternatives. Donc ça, c'est vraiment important. La pratique, je leur explique comment enrichir l'environnement pour répondre à des besoins. Déjà, les brosses, les objets, qu'est-ce que ça comble comme comportement qu'ils peuvent exprimer. Et l'impact que ça a sur la vie sociale. Des animaux qui sont plus occupés, c'est des animaux qui s'ennuient moins. Donc moins de chahuts ou moins d'interactions négatives entre eux. Et ça va les rendre moins peureux, donc plus facile dans la relation. Parce que c'est quand même mon objectif aussi, c'est que j'arrive à toucher mes animaux, avoir une interaction physique facilitante, quoi. Et donc, l'objectif atteint. Donc, moi, je fais des démonstrations avec des objets. Je viens avec mes objets, je viens avec la brosse. J'explique comment l'animal touche l'objet, comment il le vit, comment il le ressent, pour quelle catégorie d'objet il faut mettre, parce que tu peux pas mettre n'importe quoi. Et donc, j'explique, j'ai un protocole avec des plaques comme ça que je mets au sol pour faire comme une frise chronologique, pour que l'éleveur, quand il rentre chez lui, il dise, OK, donc, étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, qu'est-ce que j'observe sur l'étape 3? Et donc, il repart avec visuellement quelque chose de concret qu'il peut appliquer dans sa ferme. On parle beaucoup du bien-être des animaux sur l'exploitation, le fait qu'ils soient coopérants pour rendre cette partie du travail plus simple. Tu parles aussi sur les réseaux sociaux de toute la partie bien-être humain aussi, où tu montres comment faire du sport, prendre soin de soi. Alors c'est vrai quand on y réfléchit, on se dit l'agriculteur il va porter, je sais pas moi, des sacs de grains, des bottes de paille. Bon, tu vois, c'est pas lui qui les porte en général, mais du moins il y a quelque chose de 20-30 kilos. Ouais, ça reste toujours quand même, quoi. Ça reste toujours quand même, exactement. Oui, en fait, dans le bien-être, c'est vrai maintenant on est beaucoup, et puis dans les salons agricoles, on va beaucoup s'orienter vers le bien-être de l'animal. Alors le bien-être de l'humain, on en parle, mais c'est un sujet un peu tabou, c'est-à-dire que c'est à côté, quoi. Ouais. En fait, ça a été toujours très mal perçu dans le milieu agricole. Quelqu'un qui prenait soin de soi, quelqu'un qui prenait des vacances, quelqu'un qui s'accordait des vies extra fermes, quoi, tu vois, pas extra scolaire comme on dit avec les enfants, mais là on est sur l'extra ferme, parce que c'est un métier où il faut être dévoué corps et âme à ses animaux, à sa structure, et c'est comme ça qu'en fait tu rends l'image, tu améliores ton image vis-à-vis des autres, parce qu'il faut savoir que l'agriculteur il travaille beaucoup en fonction de l'image des autres. Alors, les autres, c'est qui? C'est le père, si le fils travaille avec son père, c'est le voisin, c'est l'oncle, c'est les voisins les adhérents de CUMA. CUMA, c'est un groupement agricole où en général tu fais t'as des équipements en commun. Ça te permet de pas investir toi-même. Il vaut mieux que tout le monde investisse, comme ça tu achètes moins, et puis et après alors l'engagement, c'est qu'on se prête le matériel, mais il faut le respecter, il faut le maintenir en état. Ouais, ça permet tout le monde d'amoindrir les frais, d'avoir accès à des matériels performants. Ok. Tout à fait. Et de mutualiser les achats. Et donc ça, en fait, tous ces gens là qui gravitent autour de ta ferme, c'est un regard qui est sur toi. Et parfois ce regard, il est un peu critique et il a tendance à juger. Beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique. Et le problème, c'est que l'éleveur, il baigne dans ce jugement depuis qu'il est tout petit. Et sa ferme, elle est ouverte en fait à tout le monde, elle est ouverte à ce regard, à ce jugement. Et dès que tu fais un truc, tu as toujours quelqu'un, soit c'est un membre de ta famille ou quelqu'un d'extérieur, qui va dire il est parti en vadrouille, il est parti se promener, il est jamais sur sa ferme, celui-là, c'est sûr que il est jamais fatigué, celui-là. Voilà, c'est ça tout le temps. Et malheureusement, c'est des phrases qui te marquent. Surtout si tu l'as entendu depuis le plus jeune âge, qui va s'ancrer dans tes cellules et donc à l'intérieur de toi, tu vas garder ce souvenir de quand tu fais quelque chose qui est pas en lien avec ta ferme, c'est pas bien. Et donc alors moi, quand je suis arrivée dans ma ferme en 2015, je me suis installée en 2015, donc tout de suite j'ai dit à mon associé, moi si tu veux que on maintienne une harmonie dans le GAEC,
Il faut accepter que j'ai du temps pour moi, euh, pour, euh, pour faire du sport, pour aller au cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Enfin, puis le cinéma, en général, tu y vas le soir. Donc, le Ouais. soir, à 20h, logiquement, bon, sauf cas extrême, mais tu as fini de travailler. Tu vois, tu as même des séances jusqu'à 21h. Enfin, bon. Mm. Après, ça, c'est quelque chose que j'ai très vite observé, que en fait, le regard de l'autre était très impactant, même si l'agriculteur te fait croire que non. Il veut dire, oh, moi, j'en ai rien à faire des autres. Oui, alors si t'en avais tant rien à faire que ça, tu ferais beaucoup plus de choses pour toi. Donc moi, c'est pour ça que sur les réseaux, je vais montrer que dans le bien-être homme-animal, il faut aussi parler de l'homme, parce que sinon, si tu fais que l'animal, tu as un gros déséquilibre. À un moment donné, si tu fais tout pour ta ferme, mais toi, tu es instable, en tout cas, tu es fatigué, tu es en charge mentale constamment, tu prends pas soin de ta vie de famille, tu négliges ta vie de famille, ben, à un moment donné, tu vas te prendre ça en pleine figure. Et tu as plein d'agriculteurs, les femmes, elles s'en vont, elles divorcent, mais parce que se déléguer tout à la femme qui est pas à la ferme, les enfants, la responsabilité de la maison et tout, au bout d'un moment, la femme, Ouais, elle se c'est bien rebelle. lourd. Ouais. Elle s'exprime et elle a raison parce que Mm. c'est comme ça. Et alors après, peut-être que si elle avait parlé un peu plus tôt, ça aurait évité le divorce parce que ben, c'est souvent quand tu penses au divorce et à la séparation, c'est que tu as accumulé et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de point de non-retour, quoi. Mm. Quand tu prends le problème tôt, tu discutes calmement avec l'écoute. Quand tu es en saturation, tu n'as plus d'écoute. Tu veux Ouais. prendre une décision et ciao. Tu vois, c'est ça le problème, quoi. Donc voilà, l'agriculteur, il a pour moi un besoin fondamental. Si on devait parler des besoins fondamentaux de l'agriculteur, ben, tu vois, Mm. le prendre La soin de soi, pyramide de c'est pour Maslow. moi, voilà la pyramide de Maslow. Pour moi, c'est son, bah, ça fait partie d'un de ses besoins et ça devrait être imposé, en tout cas enseigné dans les lycées agricoles. C'est-à-dire que ce soit pas une personne comme moi qui vient dans la vie de l'agriculteur à travers une formation. L'agriculteur, il a 50, 55 ans, il a fait déjà 30, 20 ou 30 ans d'activité où il a installé des pratiques, des routines. Et Pauline Garcia, elle arrive, elle lui dit, tu sais, si tu veux encore plus performer dans ta ferme, je te conseille de faire du sport et de te mettre, je sais pas bon, à l'activité physique, pas forcément Ouais. du sport collectif. Mais le gars, ça fait 20, 25 ans qu'il travaille, il va dire, attends, mais moi, ça va très bien, j'ai pas besoin de faire du sport, quoi. Tu vois, donc, Mm. plus on te conseille jeune, moins c'est problématique pour toi pour l'ancrer, en fait, dans Mm. une routine. Donc ça, je pense qu'il y a un travail à faire dans les enseignements agricoles, c'est de continuer à enseigner le sport, mais pas le sport. Bon, allez, on va faire du tennis. Non, le Mm. sport qui te sert dans ta pratique professionnelle. Ouais, bah, du Euh, renforcement mais musculaire, oui, genre de choses, quoi. mais Ouais. exactement. Quand moi je porte ce matin, j'ai fait mes exercices de kettlebell, donc des gros ports de charge. Ben, j'ai mes épaules, elles sont beaucoup plus, comment dire, armé à porter après des boudins de sable que tu vas porter et que tu vas mettre sur le bord de ta bâche d'ensilage. Tu Ouais. vois? Et c'est pas dès le deuxième boudin, je peux plus rien porter. Bah non, parce que Mm. ce renforcement musculaire va faire que après sur ta ferme, tu es beaucoup plus performant. Ouais. Et les gens comprennent l'inverse, c'est-à-dire qu'ils pensent que faire du sport dans la ferme, c'est suffisant. Enfin, faire du Mm. sport. Non, faire des activités, faire comment dire, un métier L'activité physique, c'est physique. suffisant. Et je leur dis non, tu t'entraînes à côté et ta ferme, c'est ton moyen où tu peux exercer, ou en tout cas tirer les bienfaits de ton sport. Mm. Et les gens ne le voient pas toujours de ce sens-là. Ils pensent que et c'est souvent qu'il y a des blessures et des fractures parce que ton corps n'étant pas musclé et armé, quand tu t'arrives à froid et que tu te prends un saut de 25 kilos, ben, les lombaires, elles crient Ça fort, quoi. passe. Ouais. Ouais. Et en plus de Ça ça, passe, exactement. t'as toute la notion du temps où t'en parlais, tu vois, tu parlais d'animaux coopérants où tu vas gagner du temps là-dessus. Si ton corps il est plus armé physiquement, bah comme tu disais, bah au bout du deuxième boudin à prendre, bah tu auras la possibilité de le prendre et d'être aussi peut-être plus rapide, avoir les fameux gestes et postures. Exactement. C'est peut-être que les personnes sont peut-être réticentes à ça parce qu'elles ne voient pas le gain immédiat, mais voient plutôt Mm, la perte de attends, tout à fait.
t'es marrante, mais tu vas me faire perdre 1 heure et demie à faire mon sport 2-3 fois par semaine. Genre, déjà, ils se disent qu'ils en ont pas besoin parce qu'ils font du sport vis-à-vis de leur travail, entre guillemets. Mais au final, sur une année, les gains de temps sont considérables avec toutes ces méthodes appliquées sur l'exploitation, quoi. Oui, et d'ailleurs, je lisais un article très bien de Comptoir des éleveurs. Je sais pas si tu connais ce média, Ouais. Comptoir des éleveurs sur les réseaux sociaux. Et ils ont fait un article sur les 5 voleurs de temps de l'agriculteur. Mmh. Alors, j'en ai retenu 2. Le premier, c'est les réseaux sociaux. C'est un Ah ouais? voleur de temps pour l'agriculteur parce qu'il passe du temps à scroller. Et quand tu scrolles, ben, c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ah, j'avais pas pensé. Ah oui, oui, l'agriculteur est très, très digital, hein. Il aime ça, hein. Et peu importe l'âge, hein. C'est pas forcément Ok. le jeune, le vieux. Donc ça, c'est un voleur de temps. C'est aussi la mauvaise, c'est les temps, les rendez-vous avec les différents conseillers d'élevage qui viennent dans ta ferme, ou le rendez-vous en 45 minutes, ça pourrait être fait, et en fait, le conseiller reste 2 heures et demie. Parce que ça Mmh. commence à discuter de choses et d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui manque souvent à l'agriculteur, c'est de manager sa ferme, dans le sens, t'arrives, t'as ton conseiller qui arrive, tu dis, écoute, j'ai 45 minutes à t'accorder, tu mets un timer sur la table, et là, faites le truc, mais de manière Efficace, quoi. efficace, quoi. Ouais. Et on fait que ça. On fait que ça, on va pas commencer à discuter de nos vies, parce que parfois, je discute avec des agriculteurs qui me racontent que leurs conseillers, ils leur parlent de trucs, mais qui ont rien compliqué. Tu vois, ça part dans des directions. Donc tu vois bien que le rendez-vous, il a été complètement, il s'est dispersé, quoi. Ouais, ouais. Donc ça c'est un voleur de temps. Il y a aussi les euh, les discussions avec les voisins stériles. Alors stériles. C'est-à-dire que tu croises un voisin, tu discutes avec lui, moteur allumé, là, en général, tu les vois, ils sont avec leurs ZX. Parce que la ZX est un véhicule qui est très, très La présent fameuse. dans les fermes. Et là, tu les vois discuter pendant 20 minutes, 30 minutes. Et quand tu leur dis, alors, comment il va, Bernard? Oh, ben, toujours pareil. Donc, au final, t'as rien appris. Tu as discuté de commérage, mais ça t'a volé ton temps. Alors, je dis pas qu'il faut se mettre en ermite solitaire et ne plus voir personne. Mais l'excuse de je n'ai pas le temps d'aller gratter les vaches, d'aller créer du lien avec les animaux, cette excuse-là, pour moi, elle est plus entendable, quoi. Mmh. Parce que quand tu vois tout le temps qui est consacré à des choses qui ne servent à rien, c'est juste que c'est une mauvaise gestion du temps. Mmh. Et Il y a ça, peut-être un. tu peux pas accuser des gens à qui t'as pas appris à gérer le temps. Mmh. Tu vois. Ça s'apprend à gérer ton temps, ça s'apprend à mettre des timers, ça s'apprend à dire aux conseillers, là je t'accorde 45 minutes. Ça Mmh. s'apprend ça. Ça se prend, enfin c'est de la prise de conscience, tu Mmh. vois. Ouais, puis c'est Et aussi une notion de respect parce que bon, le conseiller, tu peux très bien t'entendre avec lui. Enfin, c'est pas parce que tu mets un timer que tu veux pas le voir. C'est juste, bah, t'es là pour travailler. Et si on veut être copains, bah, on se voit le week-end, basta. Enfin, ça peut arriver des histoires comme ça. Y a pas de- exactement, où on s'appelle, où on fait une bouffe, mais là quand tu viens sur ma ferme pour parler d'alimentation, enfin, de rectification de rations, c'est 45 minutes et pas plus. Et en général, c'est fait en 45 minutes. Mmh. Il a même le temps de se prendre un petit café, tout ça. Donc, c'est Mmh, que, ça reste cordial, quoi. Ouais. voilà, ça reste cordial. Et puis, donc, le voleur de temps, c'est un gros souci dans les fermes. Gros, Oui. gros souci. Et tu te rends compte que s'ils gagnaient tout ce temps-là, au final, bah, ils pourraient aussi prendre du temps pour eux, au final. Évidemment. Ouais. Parce que le temps qui n'a pas été volé pour scroller ou pour un conseiller qui a rallongé son rendez-vous pour rien dire, bah, c'est du temps que tu aurais pu accorder entre midi et deux pour aller faire du tapis de course. C'est du temps que tu aurais pu te donner pour passer du temps avec tes enfants. Voilà, donc et puis en plus, il y a cette image de l'agriculteur, plus il est longtemps dans sa ferme, plus un agriculteur qui bosse bien. Mais c'est faux, ça. Mais maintenant, il faut Bah, arrêter. ça tue le métier, en Tous fait, les hein, man- limite, de voir ça. mais oui, tous les managers de grandes entreprises, ils vont te le dire, Mmh. qu'ils préfèrent un salarié qui vient peu de temps, qui est efficace et qui fait du boulot, quitte à ce qu'il reste chez lui et qui bosse en télétravail et le fait bien, plutôt que quelqu'un qui fait du 7h, 21h, et au final, il se fait plein de pauses dans la journée, il bouffe le midi, il prend 2 heures pour manger.
c'est fini ça, ces générations-là, c'est terminé. Ouais, c'est le fameux présentéisme bien franco-français, comme on Exactement, dit. exactement. Ouais. Et toi, du coup, tu as voulu en parler aussi sur les réseaux sociaux en montant Ethodiversité, mais plutôt dans un côté média. Mais cette envie-là, c'était pour justement partager tout ce qu'on se dit actuellement à un public large agriculteur que tu peux pas forcément toucher sur tes formations parce que tout simplement, tu vas pas accueillir 500 personnes à chaque formation, c'est pas humain. C'est cette volonté-là. Oui, alors moi, comment ça a commencé les réseaux? Ça a commencé que moi, ma ferme, elle est quand même très isolée hein, dans le Cantal. On est 70 habitants. Tu vois, c'est vraiment, oui, c'est une très 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 petite commune. Hein. Oui, non, Je mais dis juste 70 habitants parce que là, je pas t'ai dans le vu, Cantal, j'ai mais vu une idée. Dans le Cantal, ma ferme vraiment, elle est très isolée. Oui, c'est pas ouais. 70 habitants dans le Cantal, c'est Non, mais quand même. dans mon petit village. Et c'est vrai que au début, toutes mes pratiques que je faisais, c'est par Facebook que j'ai pu les mettre en avant. Et donc, c'est Facebook vraiment qui a été un véritable tremplin pour montrer la vulgarisation scientifique, l'éthologie appliquée, et donc comme tout accro au digital qui se respecte, j'ai basculé sur Instagram. Et en fait, je me rends compte que je suis à peu près sur toutes les plateformes parce que justement, ça a un intérêt, je touche différents publics. Parce que le Facebook, c'est l'agriculteur un peu plus vieillissant Oui. qui prend du temps d'écrire, qui te fait des longs commentaires avec des sujets, verbes, compléments, qui te donne des exemples, qui t'envoie des photos. Tu sens vraiment que la personne, elle est investie dans sa réponse. Mm. Instagram, on est sur des réponses plus courtes avec beaucoup de likes, beaucoup d'emojis. TikTok, ils sont là, mais quasiment inexistants sur la communication. Pour Mm. écrire un commentaire, pour 2, 3 lignes, c'est très C'est très de la compliqué, mais consommation. parce qu'on est sur une génération où on regarde, mais pas forcément où on s'implique. C'est TikTok, Oui. c'est ça, tu vois. Mais quand même, c'est des gens qui sont interpellés et qui en DM vont me dire ah ben tu fais du contenu intéressant, je savais pas qu'on pouvait apprendre ça aux vaches. Donc il y a quand même une génération qui qui est sur la réflexion aussi. Et YouTube, c'est le tout venant, c'est celui qui aime les vidéos un peu longues, avec un peu Mm. plus de voilà, des montages, des trucs. Tu vois, donc, et LinkedIn, très beau Oui. réseau professionnel où là, je discute essentiellement avec des vétos, des techniciens d'élevage, des nutritionnistes, des éleveurs aussi, mais plutôt branchés communication pro. Mm. Donc oui, tous les médias sont utiles et pour moi, ça a été un véritable tremplin. Après, il faut pas tomber dans l'addiction, hein, comme pour toutes les drogues. Hein, Ouais. il faut savoir se limiter, se modérer. Ouais. En plus, ça vole ton temps, comme tu l'as dit juste avant. Exactement. Donc, moi, je me mets des timers tout le temps, même avec mon fils. Allez, on se met des timers. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, je me rends compte que la vie, alors sur des activités, tu vois, où tu te mets pas de pression, là, tu mets pas de timer, tu prends ton temps et tout ça. Mais plutôt que presser quelqu'un en disant allez, 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 on se met un timer comme ça quand ça bip, bon ok, c'est fini. Et là, l'enfant est prévenu, il est pas surpris parce que Mm. c'est déjà fini. Quoi. Ouais. Et toi, tu te rends compte que dans la vulgarisation que tu promets sur les réseaux, que le besoin concret en éthologie appliquée qu'il y a sur les fermes, est-ce que ce besoin il est bien perçu ou de plus en plus perçu par le milieu agricole? Le besoin, il a évolué, c'est-à-dire qu'au début, c'était quoi faire, ça sert à rien. C'était de la moquerie, quoi. Mais comme quand Mm. tu proposes une nouveauté, hein, Schopenhauer disait quand tu proposes une nouveauté, d'abord les gens se moquent, après ils s'intéressent, mais en critiquant, et après ils te disent c'était une évidence, je savais que ça allait marcher. C'est Mm. toujours ça, t'as toujours 3 étapes. Et là, donc les 2 étapes, la moquerie et l'intérêt. Alors la moquerie je suis passée de la moquerie. Maintenant, je suis plus trop dans la moquerie. Je suis dans l'intérêt. Les gens se disent ah ouais, pourquoi pas. Et je suis pas encore dans l'évidence. Hein. Genre je savais que l'éthologie c'était utile, je savais qu'il fallait l'utiliser. Ça viendra. Pas encore dans l'évidence. Donc ça viendra. Après, j'ai beaucoup de personnes sur les réseaux comme moi qui repartagent et donc ça a fait agrandir la communauté et ça diffuse de plus en plus. On va dire ça dépend du public. J'ai constaté quand même qu'il y a une grosse différence entre un public d'éleveurs laitiers
et un public d'éleveurs allaitants. L'éleveur laitier, il est déjà très accompagné de base par les techniciens dans sa ferme. Il y a toujours un technicien d'élevage qui vient le conseiller pour son alimentation, pour la gestion des génisses. Les génisses, c'est les jeunes bovins. Pour le plan d'épandage. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour l'accompagner, pour l'encadrer. Donc, ce conseil n'est pas perçu comme une intrusion, mais au contraire comme une performance, comme une amélioration de la ferme. En allaitant, c'est différent. Moi, dans ma ferme, les techniciens, on en voit quasiment jamais. On est vraiment très autonome et au contraire, on va plutôt chercher l'information que la recevoir d'un conseiller. Tu vois. Donc, ça fait que quand tu formes un public de laitiers très ouvert sur le conseil et très ouvert sur le changement, l'allaitant, sans faire des généralités, hein, attention aux éleveurs allaitants qui vont peut-être écouter ce podcast, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais dans la globalité, l'éleveur allaitant est plus a besoin de plus de temps dans le changement, il est plus dans l'observation, il va dire ouais, je vais attendre que les autres s'y mettent. Et s'ils s'y mettent et que je vois que ça marche, je le ferai, tu vois. Mais si personne s'y met, au final, on reste enraciné dans nos pratiques et on n'avance pas. Mais comme je dis à mes éleveurs allaitants, je dis le but des nouvelles générations, c'est qu'elles évoluent. Si on reste avec nos vieux sabots et notre baguette, à un moment donné, il n'y a pas d'évolution. Mais c'est vrai que c'est deux publics différents, donc je m'adapte complètement, hein, parce que il y en a un, c'est une Ferrari, ça va très vite, même trop vite parfois. Et puis t'en as, ils prennent plus le temps, et donc je les brusque pas trop parce que sinon le but c'est pas de les braquer, le but c'est de leur donner envie et de montrer que les vaches en sont capables aussi. Et c'est pas parce qu'on a des vaches rustiques, des races rustiques que on peut pas se permettre de les enrichir, de mettre des brosses, tout ça. Ouais, c'est dingue quand même, parce que depuis le début, on parle d'exploitation, mais au fait, fondamentalement, la majorité des problèmes, hormis de ne pas avoir certaines connaissances, c'est des enjeux sociaux, en fait, entre l'isolement social qu'on se crée nous-mêmes parce qu'on n'a pas le temps, mais au final, on ne prend pas le temps d'aller le faire parce qu'on le perd autrement, la vision des autres sur le regard que l'on peut avoir sur sa ferme de production. En fait, ça touche un sujet plus large et qui est commun en fait au genre humain, c'est qu'on a besoin on a besoin d'être validé, de valider une méthode que le voisin l'ait fait. Ah ok, d'accord, je vais le faire aussi, plutôt que d'être initiateur du projet, quitte à être mal vu au départ, mais qu'au final avoir raison 5 ans après peut-être quoi. Alors mon associé est un avant-gardiste, hein, et je pense qu'on s'est pas associé pour rien, on a été attiré comme ça. Hein. D'ailleurs, s'il s'est associé avec moi, c'est qu'il a accepté un personnage atypique. Hein. Je suis pas issue du milieu agricole, je suis un peu la psy des vaches. Enfin voilà, c'est pas une association classique. Donc mon associé, je l'ai vu proposer plein de nouveautés dans sa ferme. Enfin, déjà, on est dans une région d'élevage, dans le Cantal, et lui, il a voulu faire de la culture. Donc, tu vois, déjà, il se met tout le voisinage à dos dans le sens, mais il est fou, on est sur une terre d'élevage. Voilà, donc ça nécessite un petit peu de travail avant pour préparer la terre, hein, parce que des années de tassement par les vaches, ça pousse pas des masses, hein, donc il faut un petit peu retourner le sol quand même, le préparer, ou en tout cas lui, dans l'intention, lui donner envie de faire germer la graine. Donc ça, moi j'ai vu mon associé vraiment dans les prises de décision investies, quoi, et se contrefoutre de ce que peuvent penser les autres, parce qu'il a cette force-là. Mais malheureusement, tout le monde l'a pas. Et il y en a, le simple regard et la simple critique, ça les braque et ils préfèrent rien faire et rester dans l'ombre et refaire et en tout cas reproduire des pratiques qui ont toujours été faites. Et ça, c'est vrai que mon associé, chez lui, je trouve toujours très remarquable dans sa façon d'être parce que c'est une épreuve, quoi, presque. Quand tu veux proposer des nouvelles pratiques, même si t'es dans ton outil de travail, c'est toi qui gères, c'est toi qui payes tes factures, mais au final, t'as toujours des freins, quoi. Je me dis, mais c'est quand même... non, lui, il a cette force-là et je suis très admirative de ça, quoi, parce que j'en rencontre beaucoup qui aimeraient avoir cette force-là et qui n'y arrivent pas.
C'est une belle rencontre que vous Oui, avez oui, eue tous non, les deux. il m'a beaucoup appris sur le métier de l'élevage classique, mais aussi Mm. sur le comportement humain. Aussi, une autre méthode que tu as pour vulgariser toutes tes pratiques, si je me trompe pas, tu as aussi écrit 3 livres sur Oui. l'éthologie, mais plutôt vulgarisé, où tu donnes des conseils de bien-être, des règles d'or pour une relation producteur-bovin qui soit plus cordiale au quotidien. C'était une autre manière de d'écrire les choses et de les rendre plus digestes à peut-être d'autres Alors, personnes qui ne veulent pas prendre le temps de d'avoir une visio, par exemple, et qui disent plutôt, je préfère avoir mon petit bouquin à côté, de l'ouvrir, feuilleter mes pages, je prends mon chapitre, tiens, pourquoi installer des grattoirs sur mes barrières? Ah, ok, d'accord. Et c'était dans cette idée-là que tu as voulu les écrire? en fait, c'est vrai que bah, moi, j'essaie de toucher tous les publics et t'en as qui sont très visuels médias et puis t'en as qui aiment bien le papier, toucher, l'odeur du livre. Enfin, moi, je suis beaucoup là-dedans, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'il y en ait pas d'autres personnes qui soient comme ça. Et après, la première idée quand même, c'est que dans mes formations, je laisse un support papier et ce support papier que je laisse, c'est du contenu et je me dis, c'est du contenu que je donne. Euh, et ça me dérangeait parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de plagiat, il y a eu beaucoup de volets bah oui, hein, quand tu es formateur, malheureusement, tu transmets un contenu et tu sais pas comment ce contenu va être utilisé derrière, tu sais pas si les personnes vont citer les sources. Ouais. Et donc, la base de ma motivation, ça a été ça, de sécuriser un petit peu mon travail par un livre. Par le premier livre, qui est le bien-être, petit guide illustré du bien-être du bovin, édité chez la France Agricole. Tous mes livres sont édités là-bas. On vous mettra les liens dans Et la description, hein. trop bien. Ça c'est efficace. Et en fait, qu'est-ce qui m'a motivée? C'était ça au début. C'était le fait que quand je partais de mes formations, je laissais un petit peu de moi, mais je savais pas comment ça allait voilà, je connaissais pas la fuite ni la suite. Et donc ça m'a motivée à écrire un livre. Et puis bon, après quand j'ai commencé à faire mes recherches, il n'y avait pas de livre en français Mm. sur le bien-être, mais pas orienté production. Enfin, oui, la finalité c'était une meilleure production, mais avec un regard éthologique, quoi. Et donc il n'y en avait pas. Donc j'ai dit bon ben voilà, ça a été un de mes moteurs. Et puis surtout, comme tu dis, j'ai des éleveurs qui aiment avoir ce livre avec eux, le relire, le transmettre aux apprentis qui viennent dans leur ferme. C'est souvent un livre qu'ils offrent aussi en cadeau de bienvenue, soit dans les fermes pédagogiques ou soit dans les lycées agricoles. Donc ces livres-là sont très illustrés, beaucoup de photos, beaucoup de schémas, pour justement donner envie à n'importe qui de le lire et de pas saturer avec trop d'informations qui dégoûteraient la lecture. Donc ça a été mes principaux moteurs. Le dernier, les 10 règles d'or, par contre, mes moteurs, ça a été les réseaux sociaux. Mm. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'erreurs sur le plan relationnel. Beaucoup de personnes qui se mettent en danger avec des vaches, qui apprennent des mauvaises choses aux animaux. Et le problème, c'est que par imitation, parfois, on peut faire pareil dans nos fermes et se mettre en insécurité. Mm. Donc, les réseaux sociaux et les témoignages des éleveurs dans les formations ont été vraiment ont été mes directes inspirations. Et c'est pour ça que ce livre, je l'ai écrit super vite. Les 10 règles d'or, elles sont apparues comme ça en une nuit. Le matin, paf, j'ai écrit les 10 règles, j'ai mis les photos, j'ai envoyé à la maison d'édition et ça a été fait super rapidement. Ah, top. Ouais. Euh, ouais, c'est bien quand ça fonctionne comme ça, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc moi, mes inspirations, c'est tout. C'est le Mm. monde, c'est mes formés, c'est mes vaches. Mes vaches, je suis tout le temps en train de les remercier, hein. C'est les premières que je remercie dans mes livres. Elles m'apprennent énormément. Elles sont très patientes pour faire plein de photos. Donc je les remercie à chaque fois parce que je les mets, vas-y, mets-toi comme ça. Les meilleurs collègues. Euh, ouais, elles sont. Et puis toutes les vaches aussi que je prends en photo dans les formations. Donc oui, mais beaucoup de gratitude pour ces animaux-là. Et voilà, c'est mes Ouais. principales inspirations. Et tu arrives à gérer ton temps et toutes tes activités quand même? Parce que c'est un peu le fil conducteur de notre échange, j'ai l'impression. Mais Oui. Alors, je fais attention de ne pas me faire voler le temps par des activités qui t'aspirent. ouais. Donc, quand je décide de créer un post sur les réseaux, je me mets un timer.
pas que je mette 3 heures au lieu de 45 minutes. Mm. Quand je mets du sport, c'est pareil. Quand je fais du sport, c'est pareil, même si j'aimerais faire des séances parfois de 3 heures parce que tu peux faire des longues séances d'étirement derrière, des séances de décontraction, avec la musique spa. À un moment donné, il faut quand même travailler. Donc oui, alors j'ai une vie qui est intéressante quand même parce que les gens s'ils m'écoutent, ils vont dire oh là là, mais en fait c'est une vie qui était, c'est une fille qui met des timers partout. Mais en même temps, si tu veux avoir ma vie qui est, il y a plusieurs activités, une vie de famille, de la passion. Si tu veux profiter de tout, tu es obligé de te timer un peu parce que sinon, si tu veux profiter de tout mais que tu mets pas un minimum d'organisation, Mm. bah, tu te disperses quoi. Et, avec mon profil qui est le mien, qui est une boulimique de la vie et une boulimique des activités, si je me mets pas des timers, je veux tout faire et au final je profite pas quoi. Ouais. Et t'arrives à tout respecter en règle générale ou ça devient quand même très compliqué? Après, ça s'internalise au fur et à mesure. Ouais, je me fais des to-do list à fond. Je me Mm. fais des grosses to-do list que j'adore rayer. Tu vois, c'est voilà, le plaisir de l'activité qui est faite. Ça, c'est faire, ça, c'est fait, ça n'est plus à faire. Ouais, j'arrive à tout faire. Après, j'ai justement dans mes formations en développement personnel, j'ai compris qui j'étais. J'ai compris que j'étais justement une boulimique addict un petit peu. Hein, j'étais dans l'addiction à faire plein de choses. Et le problème des gens comme moi, c'est que quand t'es pas dans l'activité, t'es malheureux. Tu vois. Ouais. Dans le sens où l'activité c'est un booster et quand tu fais rien, bah tu culpabilises de rien faire. Et ben justement dans ces formations de développement personnel, j'ai appris que bah, l'inactivité était aussi indirectement une activité de bien-être, tu vois. Ouais. Parce que tu te reposes, tu mets ton cerveau au repos. Un cerveau qui est trop sollicité, c'est pas bon non plus. Hein. C'est un Mm. cerveau qui dort mal après parce que la nuit il n'arrive pas à déconnecter. Je pense. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai pris du recul sur des activités sur lesquelles il fallait freiner, des activités sur lesquelles il fallait que je continue, ben j'accélère. Et puis surtout, j'ai fait du tri dans mes relations. Mm. Ça, on le dit tout le temps sur les réseaux et peu de gens l'appliquent. Mm. Fais le tri avec les gens qui t'entourent parce que tu as des gens qui t'élèvent et tu as des gens qui te font toucher le fond. Et je crois que la vie m'a aidé à filtrer et la prise de conscience aussi. Et ben voilà, alors après, il faut savoir, il faut pas non plus envoyer chier les gens, hein, il faut savoir le faire avec tact. Mais c'est important, je trouve. Mm. C'est important de pas être vampirisé par des personnes qui sont jalouses ou qui t'envient, mais au final, elles t'apportent rien, à part de la Mm. jalousie et c'est pas bénéfique, ça. En tout cas, c'est pas du bien-être, ça. C'est de la toxicité. Ouais. Donc, ouais, j'ai su m'entourer, avec beaucoup d'animaux aussi. Parce que je me rends compte que l'animalier, quand même, il faut pas non plus stéréotyper en disant, on est mieux avec les animaux et on arrête d'être avec les humains parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec les animaux pour cette raison-là. Ils en ont marre des humains. Ouais, mais ça marche pas. Ben non. Ça peut pas fonctionner. Parce que tu vas Ben forcément non. devoir parler à quelqu'un, ne serait-ce que par exemple, si t'es Exactement. plein milieu du fin fond du trou du cul de je sais pas quel pays, bah tu veux bien que tu le vendes ton lait ou ta viande, donc forcément tu vas Bah, avoir à minima parler avec un négociant. Donc c'est ça, tu as toujours un humain. Derrière chaque ferme, tu as un humain. Derrière chaque propriétaire de l'animal, tu as un humain. Et donc, il faut aimer, discuter, écouter, adapter. Donc, attention aux personnes qui se réfugient dans les milieux animaliers en disant ouais, je vais être bien là, à sauver la faune et la flore. Ben non, parce que tu auras toujours des personnes dont tu vas combattre et c'est pas forcément les plus facilités en plus. hmm. Donc voilà un peu pour résumer les actions de ma vie. T'es une boulimique de la vie, t'as peut-être d'autres projets en cours. Là on tourne dans l'année le 4 mai pour ceux qui nous écoutent. J'ai un quatrième livre là qui devrait sortir en 2027. Ok. Donc j'en parle pas ni sur la maison d'édition ni sur le contenu parce que c'est encore très secret. Oh mon Dieu. Secret. Ok. Voilà, c'est juste une nouveauté. Voilà, c'est par rapport aux 3 livres qui sont sortis, ça va être quelque chose de différent. Ok. Le D'accord. livre qui va sortir. Mes actus, c'est des partenariats de plus en plus avec des marques
mais qui sont dans mes valeurs, tu vois. Je vais pas promouvoir une marque parce que ça rapporte des abonnés ou de l'argent. Non, je fais ça toujours parce que la marque se rejoint dans mon discours. En fait, on est plus fort ensemble pour mettre en avant une idée. Donc, c'est ce qui me plaît. C'est pas le côté juste partenariat financier. Mm. Donc, je vais essayer de davantage développer ça. Sinon, ben, je serai présente au SPACE. C'est un salon agricole à Rennes et au Mm. sommet de l'élevage. Salon D'accord. agricole une fois. Donc, le SPACE est en septembre et le sommet de l'élevage est en octobre Ok. à Tournon d'Auvergne. Donc ça, c'est des gros salons agricoles où là, j'ai une grosse partie communication digitale. Souvent, je fais des dédicaces de mes livres, des conférences. J'aime bien aussi, comme j'ai des partenaires, me retrouver sur leur stand et prendre un temps pour parler du produit avec les personnes qui se posent des questions. Je suis ambassadrice d'une marque de brosse de bovins, forcément. Je vais sur le stand et je discute et sans faire une partie commerciale, achetez là, parce que moi je touche rien sur ces ventes-là. Mm. Moi, je suis pas du tout commerciale. Moi, mon but c'est que les vaches aient une meilleure vie, tu vois. Mm. C'est ça mon objectif. Donc plus il y aura des brosses, plus elles auront une meilleure vie et plus je serai contente. Ouais. Donc prendre un temps avec mes partenaires. Donc j'ai Bioré où j'ai conçu un objet d'enrichissement pour les veaux et j'ai ActiSweep où c'est la marque de brosse. D'accord. Et ça c'est important je trouve parce que je suis tout le temps en train d'en parler sur les réseaux, mais être concrètement, physiquement sur le stand, prendre le temps de discuter avec les gens, les personnes puissent venir toucher les produits et c'est une autre approche quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et puis on mettra le lien de toutes tes actualités Oui. dans la description et aussi bah, des livres, des formations que tu proposes pour les petits curieux qui nous écoutent et ceux qui sont intéressés. Bah, comme ça, vous pouvez vous diriger vers Pauline directement. Merci. N'hésitez pas, je suis là. C'est facile à me trouver en général. Hein. Oui. En tapant étho-diversité, c'est assez simple. Ouais, puis le nom passe bien. On retient Ouais, facilement. alors moi à la base, je voulais jouer sur le côté biodiversité, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai remplacé le bio par étho parce que étho c'est diminutif d'éthologie et diversité parce que je travaille avec plusieurs espèces. Ouais. Ouais, puis ça fait écho, ça rend bien. Nickel. Voilà. Ça fait 12 ans que ça fonctionne bien. Je laisse. Je suis plutôt contente de mon premier choix parce que parfois c'est quand tu te lances dans un nom de domaine ou dans un nom d'activité, c'est quelque chose dont il faut pas que tu te lasses toute ta vie, quoi. Bah, c'est Et engageant. ça va, Ouais. voilà, je suis assez contente de mon premier choix, donc c'est cool. Pourvu que ça dure. Ouais. Bah, je te remercie en tout cas pour cet échange. Merci Et à puis, toi, à merci pour bientôt. l'invitation. À très bientôt sur les réseaux et peut-être un autre podcast.